Salut tout le monde. Vous retrouvez une équipe d'envergure heureuse, tout simplement parce qu'on est complètement drogué de cette March Madness qui a débuté depuis 4 jours. J'exclus les matchs du tour préliminaire, du premier tour. 4 jours de folie et forcément des performances de prospect à évaluer pour nous. Donc on va s'y mettre tout de suite. C'est un nouvel épisode et ça commence juste après le générique. La joyeuse équipe ce soir est composée de Ben. Bonjour. Ben, tu es heureux, tu es drogué. Je suis sous de March Madness. D'ailleurs, Alan et moi, nous étions textés samedi soir lorsque j'étais sous de la performance de Johnny Juzang. Ouais, Johnny Juzang, UCLA. J'étais sans chemise chez moi à faire des wouh comme Ric Flair à la lutte. Là. Les bénéfices d'avoir une copine malentendante. Alan est là donc. Salut Alex, salut tout le monde. Ouais, j'en peux plus aussi. Une petite pause de 2-3 jours fait du bien. Ouais, voilà, on fait un petit break avant de reprendre donc la parution du podcast sera donc mercredi, là on enregistre le mardi soir et les matchs reprennent samedi. Les matchs de March Madness samedi, dimanche, lundi, mardi pour les matchs du Sweet 16 et de l'Elite 8, donc l'équivalent, si vous voulez, des huitièmes de finale et des quarts de finale. Et enfin, on ne pouvait pas évidemment enregistrer un podcast March Madness sans un membre de la sémillante équipe de Midnight on Campus. Et c'est donc Hugo qui est avec nous. Salut Hugo. Salut Alex, salut à tous. Pour ceux qui connaissent la star de YouTube, Alan Guillou, vous étiez apparus ensemble dans une vidéo chez First Team l'année dernière, avant que le tournoi s'est annulé d'ailleurs. C'est vrai, on avait parlé de Peyton Pritchard. Absolument. Et déjà, excellent. beaucoup de nez. C'est vrai. Hugo, il me semble que tu es un peu spécialisé dans les équipes de l'Ouest du côté de Midnight on Campus. C'est ça, moi j'ai une préférence, une attirance particulière pour une équipe qui réussit assez bien puisque c'est UCLA, pas du tout, c'est USC. J'ai même pas fait exprès en plus. USC, donc Southern, qui est l'équipe d'Evan Mobley, d'Isaiah Mobley, et d'autres prospects un peu moins intéressants pour le monde pro, on va dire, et qui est toujours en course. Donc on vous invite, si vous suivez ce podcast, à avoir à peu près le bracket sous les yeux, en tout cas les oppositions à venir, même si je vais tâcher de le rappeler le plus souvent possible. Le but de ce podcast, c'est tout simplement de chatter autour des joueurs qui nous ont plutôt impressionnés, ou on fait monter leur cote peut-être pendant ces premiers matchs de March Madness, même si évidemment sur 2 matchs, on ne fait pas exploser sa cote, on regarde toute l'année, mais c'est toujours important de voir comment les joueurs se comportent dans les grands moments. Hugo, tu es l'invité, honneur à toi. Qui tu as apprécié en fait? Quelle performance tu as particulièrement apprécié? Quelle performance t'a surpris même, je dis. Alors, outre la performance d'Evan Mobley dont je ne vais pas parler parce que je manquerai forcément d'objectivité. Je vais commencer par un joueur dont Ben a un peu parlé, de Johnny Juzang justement. Johnny Juzang. Je rajouterai des petits bruits pendant le montage du podcast, Ben. J'ai besoin d'une courte présentation puisque évidemment on ne peut pas estimer que tout le monde connaît les joueurs dont on va parler, donc à chaque fois on va décrire le joueur en quelques mots. Johnny Juzang, qui est-ce, Hugo? Alors Johnny Juzang, d'abord, c'était un grand espoir l'année dernière à Kentucky. Et comme beaucoup de guards de Kentucky, il était très mal utilisé par John Calipari. Donc cette année, la transfert est plutôt très bien à UCLA. Et c'est un arrière qui est un super shooter. Un joueur qui me régale personnellement, qui est capable de shooter à mi-distance, à 3 points, et qui, je pense, pour le coup, aura un vrai rôle en NBA. Et en tout cas, je l'espère parce que c'est vraiment un joueur qui est très, très élégant à voir jouer, en tout cas. C'est vrai qu'il est très élégant à voir jouer. Ben, est-ce que toi, c'est déjà pour ça que tu nous l'avais cité en tout début de saison dernière comme ton petit chouchou. Ça s'était pas bien passé à Kentucky. Mais 1m98, 95 kg, donc 6'6 pour les Américains.
c'est vraiment sa capacité à mettre des points qui est intéressante. Le laser de Los Angeles a brillé de tous ses feux samedi soir. Il était magnifique. Il a montré beaucoup sa polyvalence au tir. Il a tiré en sortie d'écran, il a tiré en catch and shoot, il a tiré en pull-up, il a tiré ce que j'appelle en sidestep beaucoup. Il a peut-être 3 ou 4 fois pendant la soirée. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup chez mes prospects. C'est un réflexe qui est très utile en NBA. Il a montré du flair sans ballon aussi. C'est un joueur, Johnny Juzang, qui a pas une grande explosion, mais qui est très gracieux, qui sait bouger sur le terrain. Il était de toute beauté, là. Est-ce que tu as vu des choses qui t'ont surprise par rapport aux joueurs que tu avais peut-être quittés il y a quelques semaines, quelques mois, ou du côté de Kentucky, en tout cas du joueur que tu t'attendais à voir en NCAA? Est-ce qu'il y a des choses qui te font dire « Ah oui, peut-être que ça serait un peu mieux que prévu encore en NBA s'il y va ». Son range, je pensais pas qu'il allait avoir autant de facilité à 3 points, et à 3 points de très loin. Là, on parle pas d'un 3 points de collège, on parle d'un 3 points NBA. Je croyais pas qu'il y avait justement un arsenal au tir aussi complet, ce qui est vraiment très important pour un role player en NBA. C'est ça, c'est tir en sortie d'écran aussi qui est vraiment beaucoup plus qui est beaucoup plus propre à UCLA, mais UCLA est une école qui est réputée pour ça, pour bien enseigner aux tireurs à sortir en sortie d'écran. Absolument, et je vais donner la parole à Alan. Mais est-ce que je peux ajouter quelque chose avant? Oui, tu peux toujours. J'aimerais qu'on parle des cheveux du meneur de UCLA, Tiger Campbell. C'est vraiment terrorisant. Là, on dirait qu'il a une araignée sur la tête pendant qu'il joue. Une migale. Oui, effectivement. Et ça l'empêche pas d'être un joueur assez agréable à avoir joué. C'est le genre de petits meneurs qu'on voit quasiment jamais en pro, donc c'est toujours assez fun de l'avoir évolué. Absolument. Là, il y a un rôle en Jeep Elite plus tard. Là. Ouais, peut-être pas en Jeep Elite quand même. Il manque de shoot pour aller prendre la main en Jeep Elite probablement. Alan, je vais faire appel à toi pour peut-être tempérer les ardeurs de Ben. Est-ce que pour toi, Johnny Juzang, là, d'un coup, pas d'un coup évidemment, il a fait toute une saison où il a shooté à 35% à 3 points sur 6 tentatives, ce qui est plutôt honorable, et surtout 91%, c'est franc, très honorable, même plus qu'honorable, excellent. Est-ce que pour toi, il y a un profil NBA? Vraiment, en fait, c'est pas que je vais tempérer, mais c'est que, en fait, c'est que la continuité de sa saison, en fait. Genre, c'était une belle équipe de UCLA qui joue bien au large avec des shooters, et puis Juzang, il est dans ce rôle-là, mais il est aussi dans du rôle à mi-distance aussi. On l'a vu contre BYU, il est capable de poser le ballon au sol, faire 2-3 dribbles, et je pense qu'en fait, c'est un scoreur de banc, quoi. Ça peut être un scoreur de banc dans le monde pro NBA, il est grand, je pense pas que c'est pas un athlète plus, mais c'est pas un joueur, je pense, qui peut être totalement négatif. Donc, moi, je pense c'était un joueur qu'on avait sur les radars. Tu sors de Kentucky, tu t'en as plus à plus de 10 points par match en Pac-12 en tant que sophomore, en shootant à 91% dans ses francs. C'est sûr qu'on te suit. Donc en fait, c'est qu'une confirmation sur les 2 matchs. Pour les gens, je pense qui n'avaient pas eu la chance de voir UCLA cette année. Oui, absolument. C'est une équipe sexy à avoir joué, et on vous conseille, on vous oblige à regarder le prochain match UCLA Alabama. Ça va être au moins une orgie offensive, et probablement un match de très 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 haut niveau, puisque c'est 2 équipes qui non seulement shootent, etc., donc c'est plaisant, mettre du rythme, mais c'est aussi 2 équipes qui jouent vraiment juste au basket. Et ça, c'est très intéressant, ça partage la balle, etc. Hugo, les gens vont peut-être faire la comparaison, ils disent ça sort de Kentucky, mal utilisé, gros shooter, nanana. Tyler Herro, pourquoi il réussirait moins bien que Tyler Herro en NBA? Je pense que même si ça peut paraître un peu. Enfin, ça peut pas paraître flagrant, mais je pense que Tyler Herro était quand même un joueur plus athlétique que Johnny Juzang. Là où Johnny Juzang est par contre plus. Comment dire, un peu plus volontaire, je dirais, notamment en rebond. C'est un joueur qui pour un arrière, est capable de prendre beaucoup de rebonds. C'est d'ailleurs une de ses grandes qualités quand il sortait de high school, où il tournait presque à 9 rebonds de moyenne. Donc c'est un domaine où je pense qu'il rendra de fiers services à la franchise qu'il draftera. Mais oui, par rapport à Tyler Herro, il y a on va dire un déficit athlétique qui est quand même notoire.
Ben, peut-être une différence de tir aussi. Ouais, oui, Ça se tire je un veux peu dire, moins vite. Tyler Hero, il a des petits bras, donc c'est vraiment très compact Ouais. lorsqu'il tire. Et peut-être avec la balle en main aussi. Ce qui est une grosse révélation avec Tyler Hero, c'est qu'on lui a donné la balle Oui. à Miami, puis ça a donné toute une nouvelle dimension à son jeu. Johnny Juzang, on n'est pas trop sûr s'il est capable de faire ça ou non. Et puis, mine de rien, il shoot que, entre guillemets, à 35% à 3 points en carrière NCAA, ce qui est bien, mais ce qui est pas fou. C'est dans la moyenne. Ouais, voilà. Il y a le 90% dans ces francs, effectivement, qui contrebalance tout ça. Alan, c'est à toi de me donner ta petite bonne surprise ou un joueur dont tu veux parler, tout simplement, qui est encore là ou pas. Hein. Il peut y avoir des joueurs qui ont fait 2 bons matchs et puis qui se sont fait éliminer ensuite. Ouais, j'avais trois choix. Donc, un qui s'est fait éliminer, Treman. Je pense qu'on en reparlera s'il se présente à la draft. Donc, on va passer. Moi, j'avais envie de parler je crois, ton chouchou de la draft, Jeremiah Robinson Earl. Ah, Et fait oui, plaisir au patron. Ça, c'est. je sais Bien bien me arrêté. faire voir du patron. Je sais bien me faire voir du patron. Mais surtout, en fait, c'est un peu drôle parce que j'ai l'impression que, et on en parlait tout ensemble quand on essayait d'un peu trouver les équipes qui pouvaient se faire upset au premier tour, on disait Villanova, ils ont perdu Gillespie, c'est pas non plus la meilleure équipe de Villanova de ces dernières années. Peut-être qu'ils pourraient sortir, je sais plus qui joue au premier Winthrop. tour. Winthrop. Ouais, c'est ça. Winthrop, qui était un peu une équipe d'analytique darling de NBA Twitter, qui disait que c'était un peu une équipe qui pouvait vraiment faire une très belle paire face à Villanova. Et sans meneur, enfin sans Gillespie, moi j'ai trouvé Robinson Earl incroyable sur les 2 matchs. Incroyable. Vraiment Alors déjà sur pick and pop. Attends, donne-moi le profil avant, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un poste 4-5, donc c'est un joueur qui a fait Team USA chez les plus jeunes. Quand les Américains font médaille d'or au FIBA U19, tous les Kate Cunningham, Evan Mobley, Ali Burton, tout ça, le poste 4 titulaire, c'est lui. Jeremiah Robinson Earl, et donc il est dans sa 2e année à Villanova. Il joue 5, il a peut-être plus la taille d'un 4, mais on sait que le poste 4 n'existe plus trop ou beaucoup moins en NBA. Et donc c'est un joueur qui joue 5, qui prend des rebonds, pose des écrans, qui a une belle mécanique de tir, qui est utilisé pas mal sur pick and pop, et qui est un défenseur assez intelligent, pas un énorme athlète, mais qui se place très bien et qui montre de plus en plus de talent offensif à la passe notamment. C'est ce qui m'a le plus impressionné, ça se voyait sur la fin de saison déjà. Ça s'est surtout vu moi dans le match que j'ai pu voir, le match du 2e tour de Villanova. Et donc vraiment super impressionné par ça. Déjà l'année dernière, il avait testé, on savait pas trop, il avait peut-être testé un peu les eaux de la draft, il était revenu pour une 2e saison. Et pour moi, c'est un des meilleurs joueurs all-around restants du tournoi, vraiment. Oui, il sait un peu tout faire, il sait rien faire d'excellemment bien, et c'est pour ça qu'on a du mal à l'évaluer à la draft, si je dois résumer. Exactement. Il fait rien d'élite, donc il n'y a pas une spécialité, donc pour un potentiel de type backup, c'est un peu problématique, mais en fait, il est jamais vraiment négatif quoi, sur le terrain. Et donc ça aussi, c'est une qualité. Hugo, est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur Jeremiah Robinson Earl, qui joue dans une équipe donc, de l'Est, hein, Villanova, c'est Philadelphie, mais tu le connais sans doute. Ah oui, bien sûr. Je suis très content déjà qu'Alan en ait parlé, parce que c'est un joueur que j'ai adoré depuis ses débuts à Villanova. J'en avais même parlé cet été dans un article sur mes sophomores à suivre. Donc c'est un joueur que vraiment j'aime beaucoup. Comme Alan l'a dit, en fait, un joueur complet qui est, je pense, la vraie raison du succès de Villanova. D'ailleurs, pour anecdote, on faisait partie sur Manhattan Campus de ceux qui avaient donné Winthrop vainqueur aussi. Donc on prend notre L, hein, comme disent les jeunes. Manger votre pain noir, comme disait. Voilà, on ronge nos ongles, on mange notre pain noir, tout ça. C'est un très bon joueur, vraiment complet, qui sera un très bon role player, je pense, qui sera un très bon role player en NBA, qui est capable de faire beaucoup de choses sur le terrain, de défendre sur des postes 4. Je pense qu'il sera un peu léger pour switcher sur les arrières, pas assez bon, on va dire, défensivement pour switcher sur les arrières, mais il y a quand même il y a quelque chose chez ce joueur. Il y a vraiment quelque chose. Ben, il y a du
moi, ce que j'aime, parce que je suis jugé parti là dans l'histoire, vu que Alan m'a déjà dénoncé en tant que fan de JRE, mais ce que j'aime, c'est qu'il a du cerveau en fait. C'est assez bête comme raison, mais c'est évident quand on le regarde jouer. Ben ouais, mais ça, c'est une marque de commerce des équipes de Jay Wright. Ils apprennent à leurs joueurs à jouer au basket. Et ils prennent des phénomènes physiques et ils les sculptent en joueurs de basket. Et Jeremiah Robinson Earl, défensivement, moi, j'ai pas vu son dernier match dans la ronde des 32. Ouais. Non, mais je l'ai vu souvent quand même parce que je regarde quand même souvent le Big East. Puis j'aime beaucoup sa défensive. J'aime beaucoup sa capacité à se déplacer en défensive, son QI. Selon moi, c'est ça sa carte de visite. Là. C'est un gars qui est polyvalent, c'est un gars qui est qui est bon défenseur sur le weak side en aide, pardon, je parle en anglais. Qui sait bien faire un peu tout. C'est un joueur d'appoint en NBA et c'est genre un peu à la Josh Hart. Là. C'est pas la même position que Josh Hart, là, mais il va faire un peu le même rôle de couteau suisse dans une rotation. Hein. Et c'est un homme qui porte le bouc en termes de pilosité faciale, on pourra le remarquer. Absolument. Puis regardez Villanova, hein, si vous voulez voir du beau basketball, il n'y aura pas de problème. Villanova Baylor lors de Sweet 16, ça devrait être plutôt plaisant également, alors que j'essaie de regarder l'heure, mais je suis incapable de vous dire à quelle heure c'est. Donc tant pis pour vous. Ensuite, c'est à toi Ben. Après Johnny Juzang, Jeremiah Robinson Earl, de qui veux-tu parler? Parlant du prochain match de Villanova, est-ce que vous avez vu Davion Mitchell se transformer en Donovan Mitchell contre Wisconsin? C'était absolument incroyable. C'était une performance terrifiante du jeune joueur. Et c'est un jeune joueur, c'est un senior, non? Ouais, c'est un redshirt junior, je crois. C'est plus simple, tu joues contre des grands-parents, quoi. Ah, mais oui, mais il a un rythme absolument incroyable sur le terrain, ce qui est vraiment très crucial pour un meneur au prochain niveau. Un flair pour la passe, une vision du jeu et une défense, mon gars. Avec lui et Jared Butler ont fait la vie dure à Demetric Trice, je crois qu'il s'appelle, le joueur de Wisconsin. Ils lui ont pourri la vie toute la soirée. C'était une performance pour moi J'ai vu quelques fois Baylor cette saison, pas beaucoup, mais c'est une performance qui m'a vraiment ouvert les yeux. Moi, je débat avec moi-même l'idée de le placer devant Jared Butler dans mon prochain Big Board parce que c'est un joueur qui est prêt pour la NBA. C'est un joueur qui va amener des résultats immédiatement en NBA. Je suis devenu très fan. C'est toi, Alex, qui nous a ouvert les yeux sur lui, mais je suis contre moi qui avait dit en premier. Je vais rendre, je sais plus à qui j'ai peut-être Hugues qui avait dit qu'il le préférait presque à Butler lors du podcast qu'on a consacré à Jared Butler, qu'on s'est écouté évidemment. Davion Mitchell, donc, qui est un joueur de Baylor. Je rapidement profil. Mais c'est quoi, un 90? J'ai pas les mensurations sous les yeux. Ouais, un 90. Et un très dense, un peu moins d'un 90, même très très dense, 92 kilos. Il était à Auburn, il a transféré à Baylor, donc c'est ça, il est redshirt junior. Donc théoriquement, il lui resterait encore un an en NCAA, mais il est déjà... Une brute! Voilà, il a déjà l'âge d'un senior. Et alors moi, ce qui me perturbe, c'est qu'il shoot à 68% au lancer franc. Quoi. J'arrive pas à comprendre, alors qu'il est excellent à 3 points. Mais sinon, tous les voyants sont au vert de mon côté. J'ai quelqu'un je pense qu'il a une énorme envergure. Son envergure sous les yeux. Alan ou Hugo, vous avez un mot à dire sur Davion Mitchell? Ouais, moi pour ma part, déjà sur le match, c'est vrai que quand on voit un mec des points Mitchell 45, en plus avec la façon avec laquelle il a joué, c'est vrai que c'était Donovan Mitchell 2.0. Pendant un moment, je me suis même demandé si c'était pas frère, cousin, quelque chose. Au final, pas du tout. Donc il se trouve que c'est un hasard total. Mais c'est un joueur que j'ai pas énormément suivi la saison de Baylor parce que simplement parce que je suis pas
pas ultra fan. Je dois être un des seuls d'ailleurs à ne pas être fan de leur style de jeu. Mais c'est un joueur que j'ai quand même eu la chance de voir jouer, que j'ai repéré. J'adore ses capacités athlétiques, notamment son premier pas, qui est très très rapide. Mm. Et c'est un joueur qui a un gros cœur et qui a un gros cœur, donc qui est capable de répéter beaucoup d'actions à haute intensité. Donc je pense que ouais, lui aussi, comme Ben l'a dit, il est prêt pour la NBA. Alan, est-ce qu'il a fait monter sa cote, Davion Mitchell? Parce que j'en identifie pas beaucoup qui la font vraiment monter, mais là je me dis, s'il domine encore Villanova, parce que là, de plus en plus clairement, c'est quand même lui le cœur de cette attaque de Baylor. Je pense qu'il faut un petit peu attendre. Peut-être qu'il fasse peut-être si dans l'œil des gens, je pense que dans l'œil des scouts, pour moi, il est assez haut. Mais dans l'œil du grand public, peut-être qu'il ait une grosse performance contre un guard. Il y en a déjà eu au au championnat de la Big 12. Tu le mentionnais, des bonnes possessions contre Cade. Mais on a plus parlé du fait que Cade a défoncé Baylor dans la deuxième mi-temps. C'est que la deuxième défaite de Baylor sur la saison, je crois, ou la troisième. Ouais. Donc c'est un peu passé sous tout le monde, mais en fait il a fait un vrai bon match défensif sur ce qui est pour moi le meilleur joueur de NCAA cette année. Donc non, je pense qu'en fait sa cote elle est bien bien haute. Moi c'est un peu son rôle offensif que j'essaie de voir. Je pense que c'est un joueur qui pourra défendre, mais en NBA si tu tires pas et si tu es un peu négatif dans tes choix de balle en main, c'est un peu compliqué sur les bases arrière pour avoir beaucoup de minutes. Et il a très bon pourcentage à 3 points. Mais le pourcentage de lancers francs est un petit peu problématique, comme tu l'as dit. Il fait pas mal de passes décisives, mais en même temps, c'est pas non plus lui t'as pas l'impression que c'est lui le décisionnaire principal dans le triangle à 3 des 3 guards. Donc, il faut que je revoie plus de films de lui quand il est balle en main, mais je pense qu'il a quand même une belle cote et qu'il devrait finir dans tous les top 25, on va dire. Ouais. Effectivement, donc un joueur à suivre, Davion Mitchell, et vous pourrez sans doute observer des possessions lors du match face à Villanova de Mitchell face à Robinson Earl, si ça switch côté Villanova ou autre, donc ça pourrait être relativement intéressant. Alors là, maintenant c'est la libre antenne, je veux dire, vous en avez cité un chacun principal. Est-ce que vous avez d'autres joueurs à citer? Ben, t'as des idées ou pas? Moi, ouais, absolument. Je manque jamais d'idées. J'ai regardé les deux matchs de Michigan et Franz Wagner, défensivement, on parle d'un joueur ici au niveau collégial qui est crucial et d'un joueur que je ne croyais pas qu'il allait pouvoir avoir l'athlétisme pour défendre un NBA. Mais là, je ne suis plus sûr de ce que j'avance. En fait, je pense qu'il y a un potentiel de role player assez complet chez Franz Wagner qui, je crois, va faire monter sa cote très, très, très haut. Peut-être pas aussi haut que ce que Kevin O'Connor de The Ringer affirme, mais mi-premier tour, Franz Wagner, je ne serais pas surpris. Il est beaucoup, 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 beaucoup en avance sur son frère. Là. Kevin O'Connor, donc le journaliste de The Ringer, qui a placé Franz Wagner 9e sur son big board. Ouais. Ce qui est couillu, comme on dit. Mais c'est intéressant. Donc le frère de Mo Wagner qui effectivement défend, est capable de switcher, encaisse assez bien le contact, il est quand même très très fin, il reste très très fin, il n'est pas très explosif non plus, il shoot pas mal, pas encore avec énormément de régularité mais ça shoot quand même très bien. Et je crois que j'ai fait le résumé, on en reparlera de Franz Wagner, je pense qu'on pourra lui consacrer carrément un épisode d'envergure, donc on ne va pas forcément s'attarder là-dessus. Un autre joueur. Il va affronter Scotty Barnes de Florida State dimanche prochain. Donc, ça va être vraiment... la confrontation va être très intéressante. Je crois que Florida State a une bonne chance de dégommer Michigan. J'aurais déjà dû sortir contre LSU. Le seum d'Alan qui a son bracket défoncé. Oui. Donc je vous relance pas sur Franz Wagner, Alan ou Hugo, je vous demande de citer une autre personne, voilà, un autre prospect. Et après on passera aux questions des tweeters. Chris Duarte. Chris Duarte. Ouais. Oregon. Vas-y, fais-moi un petit profil rapidos. J'avais été invité il y a 2 semaines dans un podcast que je salue pour représenter Envergure des
des fans d'OKC et ils me demandaient un potentiel role player de fin de premier tour. Et j'avais dit Chris Duarte ou Aaron Henry. Je reste toujours sur Aaron Henry, mais on n'a pas trop pu le voir parce qu'ils ont perdu un match contre UCLA où je comprends toujours pas comment ils ont pu perdre le match, pour être honnête. J'invite les gens à aller voir la fin de match. Parce que quand tu prends un 2+1 à 2 secondes de la fin, c'est que tu fais la faute, je ne comprends pas. Bref, mais donc Chris Duarte, le dominicain, mi-dominicain, mi-québécois, Ben y tient. Ouais, monsieur. Les liés un peu à tout faire d'Oregon. Oregon qui a pas joué son premier match, on était tous un peu déçus. C'était contre VCU. Oui, fait, après, c'est vrai qu'on était vachement déçus. Après, ils ont perdu. Ils ont battu Iowa dans une orgie offensive de début d'après-midi du lundi, où ça ne défendait mais pas un gramme. Et moi j'adore le profil. Je pense que c'est un joueur qui peut passer, dribbler, shooter à bon niveau. Il prend des gros tirs. Il est très intelligent. Donc c'est un joueur qui est passé par le JUCO. Qui a fait 2 ans en JUCO et puis 2 ans à Oregon, donc il est mûr, il est mature, il a 23 ans maintenant. Donc moi j'adore le joueur. Bientôt 24. Ouais, bientôt 24, donc il est âgé. Un peu comme Grand Thriller l'an passé, qui était très âgé pour ça. Et qui avait des genoux d'un homme de 45 ans. Oui, Dieu Grand Thriller, je suis déçu de ne pas le voir sur le terrain. Et voilà, donc Chris Duarte, un vrai bon joueur en plus, parce qu'ils vont jouer contre USC, si les gens veulent le regarder. Moi, je trouve qu'il est super beau à avoir joué, super smooth. Donc, dans une équipe d'Oregon, super cool aussi avec Will Richardson, le Killian Hayes de l'Oregon. Et puis d'autres profils aussi intéressants, LJ Figueroa, Ron Estrada. Pas mal de latinos dans cette équipe. Ouais, ça joue toujours bien Oregon. Ouais. Et puis Will Richardson, effectivement, a été un peu blessé cette année. Et là, il revient au meilleur moment. Peut-être un petit mot d'Hugo, quand même, qui est spécialiste de la West Coast. Oregon, ça joue bien. Chris Duarte, ça a été bon toute la saison. Hein. Ouais, ça a été le go-to guy de Oregon toute la saison. Et c'est la pierre angulaire du système de notre ami Dan Hartman. Et c'est l'homme qui a permis à Oregon de faire une si belle saison et de s'y arriver au Sweet 16, même si Oregon va perdre au prochain tour, je vous l'annonce. Je suis désolé. Contre USC, mais USC a été très impressionnant contre Kansas. Donc le USC de Evan Mobley et Isaiah Mobley, dont on a une question à propos de lui, mais on y répondra après le deuxième choix d'Hugo. Alors moi, je vais présenter un joueur que j'adore également, c'est Quentin Grimes de Houston. Oui. Alors, il faut savoir que ce mec, je le détestais quand il a transféré de Kansas, parce qu'il a eu le droit de jouer comme ça, sans raison, sans passer une année sur le banc. Alors on explique normalement, il y a une année sur le banc quand tu changes d'université, ce qui est de moins en moins le cas. Ouais, donc premièrement, ça faisait que je n'aimais pas trop cet homme. En plus, le fait qu'il ait choisi Kansas, c'était encore plus bas dans mon estime. Mais finalement, à Houston, j'ai découvert un vrai beau joueur de basket. Assez complet, capable. D'abord très bon shooter, qui tourne, je pense, à plus de 40% 3 points. Je serais pas étonné, j'ai pas les stats sous les yeux. Je vais te les dire, vas-y, poursuis. Donc il doit pas être loin des 40% en carrière NCAA. Ouais, il a 37 en carrière, mais cette année à 42. Ouais, c'est ça, 42 tentatives. Donc ouais, c'est très correct. Et en plus, cette année, à son jeu, je trouve qu'il a beaucoup progressé dans le playmaking. C'est devenu un vrai bon facilitateur de jeu. Et je pense que, même s'il est junior, je suis prêt à tenter le pari au premier tour de la prochaine draft sans hésiter si évidemment il est présent. Intéressant, je crois qu'Alan n'était pas trop d'accord. Je trouve qu'il a une magnifique mécanique de tir, mais que dans tout le reste, je le trouve terrorisé en fait. Okay, ouais. Je le trouve terrorisé dans les choix qu'il doit faire. Il a beaucoup baissé son taux de balles perdues, ceci dit. Oui, ça va beaucoup mieux, mais en fait, je le trouve souvent terrorisé quand il a la balle, mais pas très en confiance. Mais par contre, sa mécanique de tir est l'une des plus belles que je trouve du pays. Et pour un junior, il est pas si vieux que ça, il a même pas 21 ans. Donc, et je suis un peu d'accord avec Alan, je le trouve encore un peu scolaire. C'est aussi sans doute un peu l'école Kansas. Vraiment, on connaît la patte Midnight en campus là, de Kansas, oui, je m'en cache pas. Voilà, je suis très content du résultat du deuxième tour.
Non, Alors, je sinon, ne l'ai pas dit en intro, mais évidemment, il faut aller suivre Midnight on Campus. Il faut aller lire les articles du site et il faut les partager au plus grand nombre puisque c'est de la connaissance gratuite. Euh, on va passer aux questions Twitter et après, si on a oublié des gens. Je peux rajouter un détail Ouais, ouais. fou, formidable et amusant sur Quentin Grimes. Ah, alors si c'est fun, vas-y. Son demi-frère est le défenseur de la Ligue nationale de hockey, Tyler Myers, que sa mère a eu dans un autre mariage. Si vous googlez Tyler Myers à la maison, il ne ressemble pas du tout à Quentin Grimes. Il n'a même pas la même couleur de peau. C'est absolument incroyable qu'ils soient demi-frères, mais on voit que le côté athlétique vient peut-être majoritairement de la maman. Ah, et effectivement, il est tout blanc, Tyler. La première question de nos amis sur Twitter était sur Jeremiah Robinson Earl. On en a parlé. Est-ce que vous pensez que Max Highsmith a une chance en NBA? Donc Max Highsmith, c'est Max Abmas, hein, si vous prononcez à la française son nom. Est-ce que vous savez pourquoi ça se prononce comme ça? aucune idée. Juste je crois que peut-être que la personne qui l'a baptisé n'avait pas de dentier ou quelque chose du genre. Je n'en ai aucune idée non plus, c'est un mystère. Donc c'est un petit meneur et donc c'est le leader technique de l'équipe de l'équipe Cendrillon. Il y a toujours une petite équipe Cendrillon à la March Madness. Et là c'est eux, quoi. Ils étaient classés numéro 15, donc ça veut dire que c'est parmi les moins bonnes équipes sur le papier du tournoi. Et au final ils ont battu numéro 2 Ohio State et numéro 7 Florida. Donc 2 upsets consécutifs grâce entre autres à Max Highsmith, donc qui a été flamboyant, qui va facilement au panier, qui shoot à 44% à 3 points sur 8 tentatives, 90% au lancer franc. Voilà, il a totalement dominé sa conférence. Est-ce que vous croyez, alors j'imagine que vous ne l'aviez pas beaucoup vu jouer avant cette March Madness, est-ce que vous croyez à un avenir en NBA à la volée là? Il fait 75 kilos. Je répète, il fait 75 kilos. Je ne vois pas comment il peut survivre au contact dans une raquette NBA. Moi, je ne l'avais jamais vu avant. Et je vous dirais même que je n'avais jamais entendu parler de la fac Oral Roberts, qui apparemment est une fac très influente dans le monde des facs chrétiennes. Ah ouais? Mais, c'est le nom d'un pasteur, Oral Roberts, ou un truc comme ça. Ouais. Et honnêtement, je crois qu'il sera juste pas capable de rivaliser physiquement. En plus, c'est pas le 75 kilos le plus découpé. Là. Il a l'air d'avoir un petit bide. Là. Ouais, mais très beau gosse, Max Highsmith. Absolument. Moi, je l'avais vu une seule fois, moi. C'était contre Cade. Ouais. Ouais, contre Oklahoma State en début de saison. Il avait fait un gros match, d'ailleurs. Ouais, ils avaient fait un vrai bon match. Oklahoma State avait gagné sur la fin. Mais moi, je pense que c'est un joueur fait pour la Jeep Elite. Clairement. Pour le championnat de Turquie, pour donner des caviars à notre ami Sengun. On va le voir en Summer League, ça je vous le garantis. Là, mais je sais pas, je pense pas qu'on le voit en NBA. Ouais, il va planter 25 pions. Ouais, il va jouer en Ligue Adriatique. Jalen Hens joue en Ligue Adriatique, les gars. J'ai vu ça hier. Donc, c'est peut-être pas Highsmith le meilleur prospect de cette équipe. J'ai bien aimé Kevin Obanor. Le 4-5 là, qui tire en pick and pop. Ouais. Exactement, 47% à 3 points sur l'année, 88% au lancer franc. Et il fait 6-8. Donc c'est peut-être pas la NBA pour lui, parce qu'il n'est pas vraiment athlétique, même s'il prend pas mal de rebonds. En revanche, il y a forcément un rôle quelque part pour lui. Hein. À bons entendeurs. Hugo, tu as quelque chose à dire sur Max Highsmith? Je l'ai un peu plus vu jouer que vous, je pense. J'ai dû le voir 3 ou 4 fois cette année. Notamment après que Jean, dans la rédaction, nous ait soufflé une de ses perfs face à South Dakota State, donc quand même une petite adversité, où il a mis 42 points, je crois, à 14 sur 20 tirs. Enfin, globalement, sur la saison régulière, d'après ce que j'ai pu voir et ce que j'ai pu entendre surtout de mes collègues, c'est un mec qui a eu des coups de chaud, qui a tourné à près de 50% en tir. Il a fait une vraie grosse saison et là il baisse un peu, il baisse de régime forcément, il y a le contre-coup sur la March Madness. Donc moi, comme Ben, je l'imagine pas du tout en NBA.
Mais oui, c'est un joueur pour l'Europe et pour prendre des gros chèques dans les championnats turcs, etc. Il est très croyant, hein, visiblement, puisque son high school, c'était Jésuite Dallas High School. Je suis en train de me renseigner. Une question, tiens, continue avec toi, Hugo. On parle d'Isaiah Mobley. Ouais. Evan Mobley, on en parlera plus tard dans le podcast, puisque évidemment, c'est un top 5 de la prochaine draft. Ça fait de moins en moins de doutes. Isaiah Mobley compte-t-il se présenter? Je ne sais pas si tu as des infos. Oh, j'ai pas d'infos Il n'y a pas eu particulières. de rumeur particulière. Non. Et deuxième question subsidiaire, est-ce qu'il a le niveau pour être drafté? Alors, actuellement, je dirais non, plutôt non. Par contre, c'est un joueur qui est en vraie progression. J'avais eu la chance de le voir à Paris quand USC avait débarqué à l'INSEP à l'été 2019 maintenant. Et enfin, il n'avait pas joué le match parce qu'il était blessé, mais enfin, il s'est chauffé avec l'équipe et j'avais déjà pu voir que techniquement, c'était un niveau très, 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 très haut. Et enfin, ouais, il y a une vraie progression dans la lecture du jeu, dans la compréhension en 2 ans. Là, je dirais pas qu'il est encore prêt. Je le verrais bien rester une année. En plus, bon, il y a son père qui est assistant coach, donc je vois pas trop pourquoi il partirait, surtout que l'année prochaine, avec le départ de Mobley, bah, de son frère, du coup Evan, vers l'NBA, sauf cataclysme, hein, mais je ne crois pas une seule seconde. Ça sera probablement la première option offensive avec Drew Peterson qui devrait rester lui également. Donc j'imagine que enfin, si on fait un choix rationnel, il y a une grande chance pour lui d'avoir beaucoup de tickets shoot et d'encore plus se montrer. Donc je vois pas pourquoi il partirait. Isaiah Mobley, 2,8 m, 106 kg. Il a été extrêmement impressionnant contre Kansas. Vraiment des tirs limite en pull-up à 3 points. J'avais un peu les yeux écarquillés en voyant tout ça. Très mauvais pourcentage au lancer franc. Ça sera vraiment la chose à travailler pour lui au niveau du tir. Mais sinon, il est quand même un peu plus costaud physiquement. C'est normal, il est un peu plus vieux que son frère Evan. En tout cas, il a des plus grosses cuisses, il est plus ramassé. Evan Mobley est plus longiligne avec plus de facilité à bouger, mais ça peut aussi faire un 5 un peu plus traditionnel, mais qui s'écarte du côté des Isaiah Mobley. Donc à voir. Une question pour Alan Guillou. Buddy Boeheim, est-ce que ça sent le mec undrafted qui cartonne ensuite? Alors déjà, ces 4 derniers matchs, c'est du grand n'importe quoi. Mais Mais, pardon, on je t'en recontextualise, prie. c'est le shooter 2-3, poste 2-3 de l'équipe de Syracuse, le fils Ouais, du coach qui fait 1,98 m et qui majoritairement shoot. Vas-y. exactement. Ces 2 derniers matchs au tournoi ACC et ces 2 premiers matchs à la March Madness, il est quasiment à 30 points de moyenne. Mais, euh, mais c'est comme un mec qui est à 18 points de moyenne sur l'année, 40% à 3 points sur 8 tentatives et 87% à lancer franc. Donc c'est un gros coup de chaud, mais c'est quand même un vrai joueur. L'année dernière, il était déjà à 37% à 3 points sur 8 tentatives par match. Donc c'est un shooter, c'est un gros shooter en catch and shoot, il peut shooter de loin. Il en a mis contre West Virginia des shoots de très très loin. Le souci c'est que moi j'ai du mal à l'évaluer défensivement parce que c'est de la zone quoi. C'est toujours mon petit souci avec les joueurs de Syracuse. Je me rappelle d'une saison de Andrew White où il l'avait shooté incroyablement à 3 points. L'ancien de Kansas et Nebraska. Et là, ça n'a pas non plus trop fait en NBA alors que c'était un très fort shooter NCAA. Et c'était, je pense, même un meilleur athlète que Buddy Boeheim. Mais Après, je quand pense tu que shootes comme Buddy Boeheim, tu peux avoir des opportunités complètement. NBA. Mais en fait, je suis même pas sûr que c'est le meilleur prospect de Syracuse. C'est le meilleur joueur à l'heure actuelle peut-être, hein, mais il y a d'autres joueurs hyper intéressants dans cette équipe. Et je pense surtout qu'il va rester une 4e année à la fac avec son papa. Avec Daddy, donc qui devrait redevenir, enfin pour moi, Mr. March, c'était Tom Izzo, le coach de Michigan State, c'est son surnom. Ouais, c'est Franchement, papa, hein. c'est Boeheim. Buddy Boeheim, il est en train de faire une Malakai Richardson. Ouais. C'est les coutumiers du fait. Ouais, les Syracuse, ils sont là pour pourrir des brackets et ils le Ouais. font assez bien à chaque fois. Une question pour Ben. Une
Une Oui. question pour Benoît Lelièvre. Les dégaines de Drew Timmy et Cameron Krutwig leur assurent-elles une place dans le top 10 de la prochaine draft? T'as choisi parce que je lui avais répondu, hein? Non, j'ai pris dans l'ordre. La réponse est non. C'est très, très optimiste de les voir dans la top 10 de la prochaine draft. Je veux dire, je me vois très mal regarder Cameron Krutwig monter sur le podium, serrer la main à, Silver. à Adam Silver. Mais ce qu'il faut savoir, ce que les gens ont de la difficulté à comprendre avec March Madness, c'est que les joueurs de l'âge de Krutwig et Drew Timmy, c'est des hommes qui jouent souvent contre des garçons. C'est pour ça que les seniors performent comme ça à la March Madness. Ils ont beaucoup plus de basket dans le corps, ils ont beaucoup plus d'éducation, ils ont vécu plus de choses, leurs corps sont plus développés. Et c'est pour ça qu'ils donnent des raclés comme ça. Spécialement Drew Timmy qui a joué à Gonzaga pendant 4 ans, puis qui a absolument été exposé. Qui est C'est un sophomore, Timmy. Qui est des sophomores, ah ouais? Ouais, Qui était ça fait trop longtemps, moi j'ai l'impression que ça fait 4 ans qu'il joue là. Mais qui est exposé à un basket magnifique, à un partage du ballon, à une créativité. Et c'est pour ça que ces joueurs-là performent vraiment très bien à March Madness. Mais non, ils vont peut-être être draftés. Il leur manque beaucoup de physicalité pour jouer dans la NBA et d'athlétisme. Cameron Krutwig, ce serait pas un... Je l'adore, là, je le trouve absolument génial avec sa petite moustache, mais ce serait pas un service à lui rendre de le mettre dans une raquette avec Joel Embiid. Se faire arracher un bras ou quelque chose du genre. Ça serait un peu gâché le pivot de Loyola Chicago, qui est vraiment une super équipe à voir jouer. On vous engage à aller voir leur match contre Illinois, qui était peut-être le meilleur match de cette marche. C'est comme je l'ai baptisé dans notre chat WhatsApp, c'est le Julius Randle de la Redoute, là, Cameron Krutwig. C'est ça, c'est un poste 4-5 qui est un peu créateur, mais qui shoot pas trop en revanche. Il a vraiment beaucoup de touchés, mais pour les passes, surtout, et les tirs de près. Et il pèse très lourd aussi. Et il a des longs bras. Voilà, 116 kilos. Et Drew Timmy, c'est le pivot de Gonzaga que vous allez certainement voir au Final Four et qui domine assez souvent son adversaire direct dans la raquette. On aimerait beaucoup le voir opposé à Evan Mobley, évidemment, si Gonzaga et USC gagnent leur prochain match. On a encore une ou deux questions avant de rendre l'antenne, comme on dit dans mon métier. Que pensez-vous, Hugo, de Moses Moody? Je ne sais pas si tu l'as vu. Ouais. Attention à ce que tu vas dire. Non, j'aime beaucoup. Alors, il y a une question subsidiaire, je la donnerai après. Vas-y. Penses-tu déjà de Moses Moody? Non, j'adore le joueur. Je pense que c'est déjà, malgré son jeune âge, le meilleur joueur de son équipe. Et c'est encore une fois un très beau joueur à avoir joué. Assez complet, capable de marquer beaucoup de points, de prendre des rebonds. Donc, lui, c'est quelqu'un que je draft très haut à la prochaine draft pour le coup. Moses Moody, donc plutôt poste 2. Ouais, plutôt. Je pense qu'il jouera plutôt poste 2 en NBA quand il ira, même s'il a la taille pour défendre des postes 3, puisqu'il a 1,98. Il fait déjà 93 kilos. Hein. Ouais, il ressemble plus à un produit fini que la plupart des freshmen, Ben. Absolument. Mais est-ce qu'il l'est? Moi, je crois pas. Je crois pas que c'est un produit fini. Je crois qu'il est déjà... Il est trop jeune, puis il est déjà trop éduqué dans certains aspects du jeu pour être un produit fini. Moi, je crois qu'il y a des belles surprises à avoir avec un joueur comme Moses Moody. Il est déjà tellement bon en défense. Il est bon au catch and shoot. Il est bon à 3 points. Je crois qu'il y a des belles surprises à avoir. Je crois qu'il a montré des flashs de création pour lui-même. Je crois que le potentiel de surprise agréable pour lui chez les pros est très, très fort. Moi, j'adore voir ce joueur jouer là. Il est physique, il est rapide. Il met beaucoup de pression sur l'adversaire. Les gens qui ont joué au basket, qui écoutent, savent de quoi on parle. Je veux dire, un joueur qui va à 200 000 à l'heure, qui ne te laisse pas prendre ton souffle quand tu joues au basket, c'est absolument infernal à affronter. Et ça, c'est Moses Moody. Là. Et le potentiel de surprise désagréable est assez faible. C'est ce qui est intéressant chez lui aussi.
Alan, la question subsidiaire étant, est-ce qu'il peut emmener son équipe au Final Four? Donc, c'est-à-dire qu'il faut battre la fabuleuse équipe d'Oral Roberts d'abord, et Oui. ensuite le vainqueur de Baylor Villanova. Alors, ma prédiction était que Baylor jouerait Arkansas au À l'Elite 8. Elite 8. Et je pense que ça va être compliqué. En fait, le match contre Texas Tech, moi, il m'a pas rassuré, personnellement. Le Euh, premier pour- match, donc le deuxième match. Le deuxième match pour Arkansas. Il m'a pas rassuré. Parce que même si j'aime bien Texas Tech, c'est une équipe chiante à jouer, que je suis amoureux de Terrence Shannon, c'est pas non plus, je trouve, cette année la meilleure équipe de Texas Tech qu'on ait eue. Et une énorme cylindrée NCAA. Et franchement, ils auraient vraiment pu sortir dans ce match. Vraiment. C'est une équipe jeune. On ne le met pas assez souvent en avant, mais on parle beaucoup des équipes, des Duke, Kentucky, tout ça, qui startent beaucoup de freshmen. Il y a 3 freshmen qui sont titulaires à Arkansas. Et il y a un secteur intérieur avec 2 joueurs, mais des joueurs qui prennent pas mal de fautes. Donc Jalen Williams, que moi j'aime bien, l'espèce de freshman mi-métis, mi-asiatique, là, avec sa touffe. Et aussi le transfuge de Indiana, son nom Smith, ça doit être Smith. Justin Smith. Ouais, c'est ça. Qui prennent pas mal de fautes, et je pense que ça peut être un peu compliqué s'ils se font attaquer, cibler sur des ISO par les Butler, les Tig et compagnie. Je pense qu'ils iront à l'Elite 8. J'aimerais bien voir Moody en fait défendre les 3 petits de Baylor, parce qu'en fait c'est le seul doute que j'ai sur lui. Je pense que c'est un joueur son profil défensif il est super, mais il est peut-être légèrement surévalué sur ses capacités à défendre les plus petits, parce que je le trouve pas hyper véloce latéralement et tout ça. Je pense qu'en fait c'est surtout un super joueur d'équipe, un parfait role player. Ils auront besoin de prendre un peu tout ce feu à côté de lui pour battre Baylor s'ils y vont. Donc il y aura besoin de Smith, du petit J.D. Notay en sortie de banc, et puis des autres joueurs de l'équipe. Il y avait une autre question, je vais les faire rapidement. Si vous avez la réponse, vous dites top et vous aurez la main. Côté Michigan, à part Wagner et Dickinson, qui d'autre a le potentiel pour jouer en NBA? Moi, j'ai toujours aimé Isaiah Livers. Ouais, qui est malheureusement out. C'est ça le blessé. Il y a le transfuge de Wake qui a mis pas mal de points. Chandy Brown. Chandy Brown. Ouais. Peut-être pas, hein, mais il a le physique en tout cas. Ouais, absolument. Le physique. Et enfin, ça c'est plus dur. Est-ce que y a des joueurs que vous allez monter ou descendre après ce début de March Madness? C'est sûr que Juzang et Davion Mitchell vont s'intégrer à mon board, mais sinon, je ne vais pas regarder encore. Moi, ça m'a donné plus que monter. John Olinger, dans un podcast qui a bossé avec Memphis, avait dit qu'en fait, les équipes, elles ont souvent leur board de fer. Rien ne change vraiment la marche. Mais ce qui change, c'est que tu peux voir une performance d'un gars, et au lieu de juger ce gars sur sa performance, ça donne plutôt envie d'aller revoir du film sur lui. Oui. Et moi, c'est ce que je vais faire sur quelques joueurs, notamment Aaron Wiggins de Maryland. Maryland, absolument. En fait, c'est plus ça qui va me faire changer. En fait, j'ai des joueurs que j'avais pas assez vus, ils font une grosse perf à la March Madness. Donc du coup, je vais aller me refaire des matchs de saison régulière, parce que pour avoir un gros échantillon, c'est plus ça en fait. Absolument. Messieurs, est-ce que votre champion national dans votre bracket est toujours en course? Oui. Moi, j'avais Baylor, oui. Oui, et les 2 autres, Gonzaga? Oui. Moi, j'avais 2 brackets, j'en ai un où j'ai USC, donc mes 2 champions sont en course. Ah, parfait. Et toi, Alex? Moi aussi, j'avais Gonzaga en finale contre Baylor, parce que j'ai envie de voir ce match. Moi, mon finaliste n'est plus là, malheureusement. Ah, ton finaliste, c'était Illinois. Non, j'avais Illinois. Ah. Mon finaliste est toujours là, c'est Houston. Ah, c'est ambitieux, Houston. Bon, passer pas loin de la correctionnelle quand même. Hein. Mais annoncé depuis le début de saison, je ne peux pas arrêter maintenant. Mais ils ont une région qui s'est dégagée. En tout qui cas. s'est ouverte, ouais. Mais ils vont se prendre un barrage à 3 points de Syracuse et une zone. Oui, ça va être intéressant de regarder. On vous conseille de regarder Traymond Mark, notamment du côté de Houston. Au niveau des prospects, c'est probablement le joueur le plus intéressant. Avec de John Jarreau aussi, s'il peut jouer. Ouais, John Jarreau, effectivement. Voilà,
on vous reparlera de March Madness plus tard, mais en tout cas, on a fait un peu le tour de ces joueurs qui nous ont agréablement surpris et qui peuvent nous sauter aux yeux et nous donner envie, comme disait Alan. C'était pas mal comme conclusion de revoir du coup du film et de retrouver certaines qualités ou pas, de voir si c'était juste un coup de chaud ou si vraiment il y a quelque chose chez ce joueur en particulier. Hugo, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Hugo. Merci, Hugo. Quel est ton prochain article? Est-ce que tu Alors, en exclusivité? Alors, j'avais le projet, je ne sais pas si j'aurai le temps en cette semaine, mais je vais essayer de faire le maximum, de faire une analyse vidéo de la défaite d'Illinois et pourquoi Brad Underwood a du sang sur les mains. Ouh, J'adore. pas mal. Déjà, il a tweeté ça pendant le match. Donc, c'est absolument- Et effectivement, intéressant. C'était un très beau match, on le répète. C'est à Loyola Chicago. Alan et Ben, évidemment, merci. Et Merci à toi. à bientôt pour de nouvelles aventures sur Envergure. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous redirige vers le site envergure.co et on fait des bisous. Ciao.